Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Sainte-Hélène, au cœur du Morbihan, pour rencontrer Mélissa Lelu, productrice d'escargots en Bretagne. Installée depuis tout juste 1 an et demi, Mélissa a choisi de maîtriser toute la chaîne, de la reproduction des escargots à la vente directe en passant par l'élevage. Elle s'est lancée dans cette production car elle demande peu d'investissement et de place. Et pas de doute, Mélissa, elle les aime ces escargots. Quand on se penche sur le sujet, comment peut-il en être autrement ? Les escargots sont des animaux surprenants à bien des égards. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse en compagnie de Mélissa. Bonne écoute ! Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? On se trouve à Sainte-Hélène, proche de la Ria d'Etel. C'est l'élevage d'escargots qui a débuté il y a 1 an et demi. Ouais, tu peux nous décrire un peu le lieu là où on se trouve ? Alors là, on se trouve au milieu des parcs à escargots avec 2 chats. Ouais, qui aiment bien les fils de l'enregistreur. Oui. Et donc les escargots sont sous des structures en planche où donc la journée ils sont cachés en dessous et la nuit ils se baladent dessus et vont s'alimenter aussi avec la végétation et l'alimentation qui est déposée dessus. Et donc on appelle ça une escargotière. C'est ça. Dans ce qu'on est là. On en reparlera, tu nous décriras bien l'habitacle et tout ça. Mais pour démarrer, ça a été quoi le déclic pour toi de te lancer dans les escargots ? En plus, en Bretagne, c'est plutôt original, non ? Oui, c'est sûr. C'est pas la région où on en mange le plus, mais justement, il faut faire découvrir ce produit qui est très traditionnel en France. Et donc le déclic, depuis toute petite, j'ai toujours aimé les animaux, être à l'extérieur, bouger. J'ai découvert les escargots, j'y connaissais rien avant, je les mangeais, c'est tout. et donc en fait ça m'a plu, je suis partie me former donc à l'autre bout de la France, à la Motte Servolex, près de Chambéry. Donc je me suis lancée il y a 1 an et demi dans l'élevage d'escargots. Tu étais issue du monde agricole ? Pas du tout. Par contre, j'avais des grands-parents qui avaient leur petit potager, leurs lapins, leurs poules. J'ai toujours aimé les animaux et être entourée d'animaux. Et c'est quoi les avantages que tu as vus à l'élevage d'escargots ? L'avantage, c'est que on peut élever les escargots sur une petite surface. Donc moi, j'ai 500 mètres carrés de surface pour 100 000 escargots. 100 000, ça a l'air... ça fait énorme, 100 000 escargots. Pourtant, effectivement, l'escargotière, elle n'est pas si grande, quoi. C'est je fais 2 serres de maraîchage côte à côte, quoi. Ouais, c'est ça. Décrirai. Ouais. Après, 100 000 escargots, quand ils arrivent, ils sont vraiment tout petits. C'est à la taille d'une tête d'épingle. Ah oui. Donc, ça arrive la première fois que j'ai été me fournir, donc ça représente quelques cagettes en fait de bébés escargots qu'on lâche et à la fin ça peut représenter sur 100 000 escargots à peu près 1,5 tonne de poids en ramassage. Et comment tu t'es formée sur le sujet ? Parce que j'imagine qu'en Bretagne, il n'y a pas de formation sur l'élevage d'escargots. Non. Je me suis informée sur Internet dans un premier temps. J'ai posé des questions à des éleveurs et puis je suis partie en formation du coup à Chambéry. Et j'ai aussi fait des stages pendant ma formation dans des élevages aussi bien grands ou une petite structure aussi comme la mienne. Donc, comme ça, j'ai pu voir toutes les étapes des escargots en fait, de la naissance à la transformation, à la vente. 100 000 escargots, c'est une petite exploitation ? Oui, c'est une petite exploitation. Donc à partir de l'année prochaine, j'ai un nouveau parc où je compte en mettre 150 000. Ce que je veux, c'est rester petite. En fait, j'ai pas l'intention de faire de l'industriel, par exemple. Je veux pouvoir en vivre. Et avoir aussi un petit peu de temps pour moi à côté. Les grosses exploitations, c'est combien d'escargots ? Ça peut aller jusqu'à 2 millions d'escargots lâchés en parc. Ça peut être sur quelques hectares.
D'accord, ouais, effectivement, on n'est plus sur les mêmes tailles. Non. Et ça a été quoi la réaction de ton entourage quand tu as dit je vais me lancer dans l'élevage d'escargots? Mon entourage a eu un peu peur au départ. Je comprends. Ils ont eu un petit peu peur, mais en fait, après, ils ont vu que j'étais à fond dans le projet. Et ils se sont mis à fond aussi. Alors, j'ai été bien entourée avec ma famille, ma belle famille, mes amis, qui m'ont toujours soutenue dans ce projet-là et qui me soutiennent toujours. Et merci à eux d'ailleurs. Oui, parce que là, tu es installée sur l'ancienne ferme des grands-parents de ton conjoint, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qui avait une ferme de vaches laitières. Donc j'ai un élevage de bêtes à cornes aussi, mais beaucoup plus petit. C'est ce que je disais en rentrant dans l'escargotière, que tu n'avais pas besoin d'ouvrir et fermer la porte très vite, que ça va, les escargots, avant qu'ils s'échappent, il y a de la marge. Et c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées à ton installation? En termes d'investissement, c'est pas énorme parce que j'avais quand même déjà le terrain et le hangar pour pouvoir mettre le labo à l'intérieur. Après, les difficultés, c'est de trouver le matériel. Je me suis débrouillée toute seule, en fait. Faut être pas mal bricoleur aussi. Pour les petites bidouilles, que ça revienne pas trop cher non plus en investissement. Et trouver le matériel. Et tu as fait le choix de te lancer en bio dès le démarrage? Oui. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Maintenant, on en voit de plus en plus. On fait attention aussi aux animaux, à la terre. Là, par exemple, je suis sur la fin du ramassage. Je grattais la terre pour enlever les mauvaises herbes, pour trouver le plus possible d'escargots, les petits. Et c'est bourré de vers de terre, par exemple. Donc, il n'y a aucun produit. Tout est naturel, en fait. Et en bio, la végétation est bio et l'aliment. Et donc, c'est mieux aussi pour l'escargot. On le ressent aussi à la fin. Et donc, voilà, c'est quelque chose de suite vers lequel je voulais aller. Et là, ça y est, tu peux vendre avec le label bio, ou tu es encore dans la phase où tu as les coûts de production, mais pas la possibilité de vendre? J'ai coûts de production, mais j'ai pas encore le label. Je dois attendre encore 1 an pour avoir le label bio. Parce qu'en fait, ils sont venus après mon installation. Et donc, ils n'ont pas pu constater qu'il n'y avait rien sur la prairie. Et donc, je suis obligée d'attendre les 2 ans. Mais mon élevage est bio, pour ainsi dire, parce que l'aliment et la végétation est bio. Tu respectes tous les critères. Oui, voilà, mais même de manière générale, au-delà de ton cas particulier là, pour se convertir en bio, il faut attendre entre 2 et 3 ans en fonction des productions, en appliquant les méthodes, mais sans pouvoir le vendre sous label bio, pour s'assurer que tous les produits chimiques et tout ça soient évacués, en gros. Voilà. Très bien. Bon, et puis je te propose qu'on parle des escargots, parce que j'ai vraiment trouvé ça trop ouf en préparant le sujet. Enfin, c'est quand même un animal qui est beaucoup plus dingue qu'il en a l'air. Pour démarrer, avec quel escargot tu travailles? Est-ce qu'il existe différentes espèces? Laquelle tu as choisi? Pourquoi? Alors moi, j'ai choisi le gros gris, donc c'est ce qui s'élève le plus en France. Il y a aussi le petit gris, mais qui en termes de calibre plus petit, c'est celui qu'on trouve en fait dans nos jardins. Le gros gris, c'est une souche qui vient du Maghreb à la base. Et en fait, elle s'y prête bien ici aussi. Et en termes de calibre, il ressemble beaucoup à l'escargot de Bourgogne. Donc l'escargot de Bourgogne, on ne l'élève pas en France parce que c'est... On ne l'élève pas en Bourgogne. Non, il n'est pas élevé en fait. Il est ramassé à l'état sauvage. Et donc en France, il n'y a plus beaucoup de ramassage à l'état sauvage. Ça vient beaucoup des pays de l'Est pour l'escargot de Bourgogne. Et donc le gros gris, on arrive à l'élever en 4 à 5 mois, donc c'est assez rapide. En une saison, on l'a à l'état adulte à la fin. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur le vocabulaire? Parce que j'ai lu fermédicole, hélicustrice, héliculture. Est-ce que tu peux... Alors, le métier, ça s'appelle l'héliciculture. Ok. Moi, je suis hélicicultrice. Ouais. Donc, sinon, c'est une ferme hélicicole ou l'escargotière. Et l'escargotière, ouais, dans lequel on est là actuellement. Et est-ce qu'il y a une saisonnalité dans l'élevage des escargots? Oui. Alors, ça s'élève que l'été. On les met en parc au printemps, ça peut être fin avril, mai, jusqu'à septembre, octobre. Ça dépend de la saison, en fait.
Donc là, cette année, j'ai commencé à ramasser tôt, fin août, les escargots. Avec la chaleur, ils ont grossi assez vite. Et c'est jusqu'à octobre généralement, fin octobre. Début novembre, ici, nous, on n'a pas de gelée tôt, donc on peut les laisser un peu plus en parc. Ok. Et c'est quoi les conditions idéales pour l'élevage d'un escargot ? Du soleil et de la pluie. Ouais. Du soleil la journée, la pluie la nuit, ça c'est l'idéal. Ouais. Mais bon, c'est pas par rapport à cet été, l'eau, ça a été un peu compliqué. Mais après, il faut pas énormément d'eau non plus. Mais il faut une brumisation en fait chaque nuit pour qu'ils s'alimentent et qu'ils vivent correctement. Est-ce que c'est vrai que les escargots sortent quand il pleut ? Parce que je sais pas si c'est de l'ordre de la légende ou si c'est véridique. Non, c'est pas une légende. Ils sortent bien quand il pleut, la nuit ou le jour. S'il y a une pluie, vous verrez dans votre jardin les petits escargots qui sortent. Très bien. Et je te propose qu'on fasse les étapes de l'élevage d'escargots un peu étape par étape. Je crois que pour démarrer, il y a la reproduction qui a lieu, tu nous l'as dit, autour du mois de mars. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Alors la reproduction, dans un premier temps, les reproducteurs sont en hibernation, donc on les réveille début mars ou au mois de mars, ça dépend des éleveurs. Et après, on les met dans une pièce chauffée entre 18 et 20 degrés. Il faut qu'il fasse assez chaud, très humide, pour qu'ils s'accouplent en fait. Donc ils vont s'accoupler. Donc l'escargot est hermaphrodite. Donc il a les organes mâles et femelles. Donc, quand ils s'accouplent, ils sont organes mâles. Et après, quand ils vont aller pondre, ils sont organes femelles. Mais ça, c'est incroyable. Alors du coup, donc déjà, tu es en train de me dire que c'est deux mâles qui s'accouplent ensemble. Voilà. Et comment ça se passe ? Alors, ils vont se rapprocher et puis ils vont se faire des bisous. et après, une fois qu'ils s'accouplent, ça peut durer 12 heures. Donc, à la vitesse de l'escargot. Et j'ai vu que ça se passait par le cou. Oui, c'est par le cou. Ouais. Oui, alors en fait, ils vont se toucher au départ. Ils vont se lancer un dard d'amour. C'est un petit pic calcaire en fait et ça va accentuer la fécondation en fait. Il y aura plus de chances d'avoir des œufs à la fin de l'accouplement. Tout se passe juste sur la tête en fait, à côté de la tête, sous le côté. Et du coup, une fois qu'ils se sont échangés les spermes, qu'est-ce qui se passe ? Donc ils s'échangent le sperme, ils partent de leur côté et après donc au bout de 15 jours il y a une fécondation. Et ils se transforment en femme à ce moment-là. Ils se transforment en femme effectivement. C'est ça qui est dingue. Oui. La nature est bien faite. et là, donc, ils produisent les ovules. Voilà, ils produisent des ovules qui vont fabriquer des œufs. Ouais. Mais en fait, du coup, donc, ils produisent leurs ovules. Et du coup, à ce moment-là, une fois qu'elles sont produites, ils décident de lâcher le sperme qu'ils avaient stocké en fait pour s'auto-féconder presque au final. C'est ça. Ouais. Ils peuvent s'accoupler aussi avec plusieurs escargots avant de pondre leurs œufs aussi. D'accord, ok. Et alors après, une fois que l'ovule est fécondé, ils vont pondre les œufs où ? Donc ils font leur trou avec leur tête. Ouais. Et donc ils mettent la tête dans le trou et ils vont pondre leurs œufs pareil par l'endroit où ils vont s'accoupler en fait. Les œufs sortent du cou. Voilà, du coup. Du coup, ils gardent la tête dans la terre comme ça. Ça peut durer longtemps ou c'est assez rapide au final ? Non, ça peut durer quelques heures aussi. Et ensuite, combien d'œufs ils peuvent faire en une portée ? Une centaine à peu près. Ah, une centaine par escargot ? Ouais, par escargot, ouais. Donc ça double les chances de survie de l'escargot. Ouais, et après ils survivent quasiment tous ou tu as de la déperdition à ce moment-là ? Alors ça dépend, il y a toujours un petit peu de perte. À toutes les étapes de l'élevage d'escargots, de toute façon, il y aura toujours un petit peu de perte. Les œufs, ils vont se développer à peu près en 15 jours. Ce sera en fonction de la chaleur et l'humidité aussi. Donc s'il fait... c'est entre 18 et 20 degrés aussi, donc si ça va au-dessus de 20 degrés, ils vont éclore plus vite. Et si c'est en dessous, ils vont mettre un peu plus de temps. Et pour finir sur cette étape de la reproduction, comment toi tu choisis les escargots qui vont te servir à la reproduction et où c'est que tu les trouves ? C'est ceux que tu avais l'année d'avant ? Oui, c'est ça. Dans mes parcs, je sélectionne avant le ramassage les reproducteurs, donc les beaux escargots au niveau de l'aspect de la coquille, le poids, la taille.
et c'est surtout visuel. Et après, je les mets donc en période de jeûne pendant quelques jours et ensuite, je les mets en hibernation en chambre froide à 6 degrés pour tout l'hiver. Et au début mars, c'est là que je vais les sortir pour les réveiller. Ah ouais. Parce que l'escargot, il hiberne même naturellement, il va hiberner tout ce temps dans la nature. Ouais, c'est ça. À part si vraiment il fait pas très froid et qu'il pleut, là il va sortir. Et du coup, combien il faudrait mâles reproducteurs de reproducteurs tout court d'ailleurs, de reproducteurs pour avoir tes 100 000 escargots? Alors pour avoir 100 000 escargots, il en faut entre 4 et 5 000 reproducteurs à peu près. Ouais, quand même. Une fois qu'ils ont éclos, ils ont 2 ou 3 jours. Et là ils éclosent et ils sont pas nourris du tout. On les met directement dans les parcs. Donc, il y a des éleveurs qui les mettent en nurserie, c'est plus dans les endroits où il fait plus froid, c'est un petit peu chauffé, et après ils les mettent en parc. Et à ce moment-là, ils font quelle taille? Ça fait la taille d'une tête d'épingle. C'est vraiment donc tu les lâches, mais tu les vois plus toi dans le parc? Non, je suis en stress pendant un mois et demi à peu près, le temps qu'ils grossissent un petit peu et qu'on commence à les voir. C'est vrai qu'au début c'est un petit peu stressant, c'est la période où on attend qu'ils grossissent. Et alors, c'est quoi les conditions idéales pour que le parc soit bien pour les escargots, qu'ils s'y sentent bien? Alors, les conditions, c'est déjà... Je les lâche à peu près au mois de mai pour qu'il y ait une bonne végétation aussi. Une fois que la végétation est bien implantée, qu'elle fait 10-20 cm, je regarde aussi au niveau du climat, s'il n'y a pas trop de vent, pas trop de pluie aussi, trop d'humidité aussi. Le lâcher d'escargots se fait en fin de journée, donc juste avant la nuit, comme ça ils ont le temps d'aller se cacher dans la végétation et sous les structures des planches. Ouais, justement, on les voit là, ces lignes de planches, elles te servent à quoi? Elles me servent à poser l'alimentation tout au long de l'engraissement des escargots. Et les planches qui sont sur le côté des mangeoires servent aux escargots pour se cacher en fait de la journée et d'être à l'ombre. Ouais, parce que pour décrire, ça fait un peu comme un toit de maison. Donc ils peuvent se mettre dessous. Voilà, c'est un abri. Du coup là, on n'en voit pas beaucoup, ils sont bien cachés. Ils sont bien cachés avec le soleil. Et alors, tu nous parlais de végétation, c'est pour qu'ils puissent manger ou pas? C'est ça. J'implante une végétation au printemps de moutarde, de trèfle, luzerne et ils vont la manger en plus de l'alimentation que j'apporte tous les jours. Et cette alimentation-là, pourquoi en plus tu as besoin d'en apporter et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors dedans, c'est à la base de céréales, donc blé, maïs, mis en farine. Et c'est pour qu'ils grossissent plus vite, en fait, tout simplement. Si on mettait que de la végétation, ça mettrait plus de temps à devenir adulte. Et alors un autre truc, tu as gardé la structure de la serre maraîchère, mais tu as mis des filets au-dessus? Oui, j'ai mis des filets pour empêcher les oiseaux de venir manger les escargots. Et donc, ce qui permet de les protéger tout au long de la saison. Il craint autre chose de l'escargot? Oui. Tout oui, tout en bas de la chaîne alimentaire. Un peu de tout. Tout ce qui est rongeur. Les rats adorent les escargots. Et comme on habite en campagne, il faut faire attention à ça. D'où les 2 chats qui sont dans les parcs à surveiller les escargots. Ah on les entend miauler, ça. Et moi qu'on parle d'eux. Ah ouais, donc tu mets 2 chats dans ton escargotière qui sont dédiés à chasser les rongeurs. Voilà, c'est ça. C'est efficace? Oui, c'est efficace parce que l'année dernière, j'avais eu une attaque de rats, donc je les avais pas, ces petits chats. Et j'ai des confrères qui ont des chats dans leur élevage et qui n'ont plus de soucis de rongeurs. Et j'ai pu constater cet été que j'avais pas eu de problème de rongeurs. Et ensuite, je vois des sortes de gouttières, pour l'irrigation ou pour arroser, c'est quoi? Voilà, il y a toute une tuyauterie avec des asperceurs qui sont mis... Des asperceurs, merci pour le mot, ça enrichira mon lexique. Qui brumisent de l'eau la nuit à 21h et 2h du matin pour bien arroser les escargots, pour que ce soit bien humide toute la nuit. Ouais, ils ont vraiment besoin de cette humidité. Oui. Du coup, cet été, ça n'a pas été une galère?
Si, alors cet été, la végétation avait pris un petit coup de chaud aussi. Donc là, elle a bien repoussé avec la pluie qu'il y a eu dernièrement. Heureusement qu'il y avait les planches pour s'abriter aussi. L'arrosage était quand même bien, mais c'est pas comme de la pluie qu'il peut y avoir. Dès que la pluie est là, c'est pas pareil. Ils sortent vraiment beaucoup plus. C'est pas pareil que l'arrosage des réseaux. Et c'est quoi la journée type d'un escargot dans cette escargotière ? Il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'elles sont toutes différentes. Quand c'est la période d'élevage, c'est de la surveillance, de l'entretien autour des parcs pour pas que les escargots s'enfuient, l'alimentation à distribuer. Après, il y a des journées de laboratoire, des journées entières de transformation. Il y a des journées ventes, donc elles sont toutes différentes. Est-ce que c'est un élevage qui te permet d'avoir un peu de temps libre ou les vacances et tout ça, c'est comme les autres agriculteurs, c'est compliqué ? Alors les vacances, c'est un peu compliqué. J'ai une période où il y a un petit peu moins de travail. Janvier, février, c'est un peu plus calme parce que j'ai pas la partie élevage. Mais sinon, oui, les vacances, c'est un petit peu compliqué. Et l'escargot, lui, il fait quoi toute la journée ? L'escargot, il est plutôt tranquille. La journée, il dort. Et la nuit, il mange. Et puis, c'est tout. Il se balade avec ses petits copains. Il est plutôt tranquille. Et donc, du coup, il reste 5 mois dans cette escargotière. C'est ça à peu près. Entre quel mois et quel mois ? Entre mai et octobre à peu près. Donc, au mois d'octobre, c'est le ramassage. Donc, septembre, octobre. Le ramassage des escargots, donc les beaux escargots, et puis à la fin ceux qui sont plus petits, je les garde aussi de côté pour les mettre en hibernation et les remettre en parc l'année suivante parce qu'ils sont trop petits pour travailler avec. Comment tu les ramasses ? C'est vraiment à la main, un par un ? T'es toute seule pour le faire ? T'as pas besoin de main-d'œuvre supplémentaire ? Alors j'ai un petit peu ma famille qui vient m'aider de temps en temps, mais sinon c'est essentiellement toute seule et tout est à la main. C'est pour ça que c'est très long. Toutes les étapes des escargots est très long. Du ramassage, donc on prend chaque planche. On met les escargots dans les seaux et donc après c'est pareil au décoquillage dans le laboratoire, tout est à la main, donc on les décoquille un par un chaque escargot. Et comment tu sais que les escargots, ça y est, ils sont en âge d'être ramassés, enfin qu'ils ont la taille d'être ramassés ? Alors l'escargot adulte, c'est facile à reconnaître. Il a ce qu'on appelle, sa coquille, elle est bordée en fait, ça fait comme une petite casquette, elle est retroussée et donc là ça veut dire que l'escargot est adulte et prêt à ramasser. Ok, donc après là c'est l'heure de les cuisiner. Voilà. Comment tu les tues les escargots ? Alors ils sont ébouillantés dans l'eau bouillante, ils sont mis en hibernation avant, donc ils sont en grosse dormance et donc ils sont ébouillantés 3-4 minutes. D'accord. Et après, je crois que tu as fait le choix de faire tes propres produits. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu la démarche et le travail que ça te demande ? Au départ, donc il a fallu goûter aussi d'autres escargots, d'autres élevages. J'ai eu l'idée un petit peu des recettes en allant dans des fermes d'élevage d'escargots qui font eux-mêmes leur transformation aussi. Donc il a fallu élaborer notre propre recette. Donc on a fait des tests avant jusqu'à trouver la bonne recette. Après, nous, on aime bien ce qui est gourmand, donc on essaie de faire des bonnes choses avec des bons produits aussi. J'essaye de travailler aussi avec des produits locaux. Par exemple, pour le persil, on a des maraîchers bio juste à côté. Donc on essaie de travailler avec eux, du beurre bio aussi, de Plouet. Et donc petit à petit, on essaye d'élaborer de nouvelles recettes aussi pour agrandir le choix pour les gens. Tu peux nous dire un peu les recettes que tu fais pour qu'on salive ? Alors, je fais l'escargot traditionnel à la bourguignole, donc persil, ail, échalote. Je fais aussi des petites croquilles, donc c'est une petite pâte croustillante où on mange tout avec l'escargot dedans et différentes recettes comme tomates séchées, roquefort, chèvre piment d'Espelette, curry. Voilà. Ça a l'air bon et je vais t'en prendre après. Je voyais donc les escargots ils sont bons pour la cuisine, on le connaît tous, mais ça m'amène à la question de l'auditeur, c'est Didi Duprince qui te demande est-ce que c'est vrai que la bave d'escargot elle a des vertus pour le vieillissement de la peau et pour la cosmétique aussi ? Il y a des producteurs qui ont fait le choix de faire des cosmétiques. Alors rien qu'en ramassant par exemple, moi je mets pas de gants pour
ramasser les escargots. Et c'est vrai qu'on a les mains douces après. Et la bave d'escargot, c'est vrai que ça a des vertus pour la peau. Ok, et ben voilà, Didi Dufresne, ça c'est sa réponse. Et je vais passer à la minute économie du podcast maintenant. Donc, tu as décidé de transformer toi-même tes escargots en plats que tu nous as décrits. Oui. Et à qui tu les vends et comment tu les vends ? Alors, je les vends essentiellement aux particuliers. Donc, c'est local. On peut venir directement à la ferme en chercher. Sinon, je vends sur les marchés. Donc, beaucoup, c'est surtout marché de Noël. Marché nocturne aussi que j'ai fait l'été. Sinon, des petits marchés de producteurs qui sont dans le coin. Quelques restaurateurs aussi qui m'ont contacté. Voilà. Tout gérer de la reproduction à la vente, ça paraît être beaucoup pour une seule personne. Ça fait pas trop des fois ? Des fois, si, ça fait beaucoup. Beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses à penser. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, puis de pouvoir gérer tout de A à Z. On nous pose des questions, on sait répondre, on sait ce qu'on a fait, fabriqué, et puis je suis fière de vendre mon produit aussi. Et puis les retours des gens aussi, ils sont très sympas, qui viennent me dire qu'ils sont très bons et qui viennent en rechercher, et ça fait toujours plaisir. Quand même, tu les vends, les escargots, est-ce que c'est un produit de luxe ou pas du tout ? Oui, on peut dire que c'est un produit de luxe et c'est assez festif aussi. Donc convivial, on va le manger à plusieurs, par exemple pour les fêtes de fin d'année ou à l'apéritif par exemple, à partager. Je voyais que les Français, on était les premiers consommateurs d'escargots. Oui. On consomme 30 000 tonnes par an, mais qu'il n'y avait que 400 héliciculteurs. Oui, c'est ça. Oui. Mais pourquoi il n'y en a pas plus selon toi ? Parce que du coup, j'ai vu que la majorité des escargots qu'on mangeait venaient de l'étranger, au final. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'escargots qui viennent des pays de l'Est. Alors, on n'est pas nombreux parce que c'est pas quelque chose de facile non plus à faire. Alors, avant, c'était beaucoup du ramassage, en fait, dans les bois de l'escargot de Bourgogne. Mais maintenant, le ramassage est interdit ou très réglementé. Il a fallu aussi élever ces escargots-là. Et justement, on essaie de se faire connaître pour que les gens se rendent compte du travail énorme qu'il y a derrière le produit fini qu'on va déguster. Ok, bon écoute, je vais passer à mes questions de fin. La première, est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science la prochaine fois qu'il y a des escargots à table ? Alors, il faut savoir que l'escargot peut se déplacer, il peut faire 7 mètres par heure à peu près. Ouais, vitesse de pointe. Voilà, il va glisser sur sa bave. Ah ok, la bave en fait lui sert à glisser pour avancer. Voilà, c'est ça. Ça c'est un vrai truc pour étaler ta science. Voilà, il va dégager du mucus qui va lui servir à se déplacer. Et il va plus vite qu'une limace. On peut faire la course. Alors qu'il a une maison sur le dos quand même. Oui, il porte sa maison. Il part quand même avec un handicap. Ouais. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi d'avoir monté ton élevage il y a 1 an et demi et de t'investir là-dedans ? Ce qui me rend fière, c'est surtout le retour des gens. De me dire que je fais un bon produit, et ça rend très fière quand on voit le travail qu'il y a derrière. Et pour finir, où c'est qu'on peut te contacter ou suivre ton actualité ? Alors, on peut me retrouver sur Facebook en tapant les escargots de la Ria ou Instagram. Et je mets des petites photos de temps en temps, un petit peu de raconter les histoires des escargots. Trop bien, on ira voir tout ça. Bon, merci beaucoup à toi et tes escargots de nous avoir accueillis, c'était super intéressant. De rien, à bientôt. Ça m'a fait plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.